Oui, alors mon nom est Marie-Alix Canu-Bernard. Je vais être dans la continuité de mes confrères. Je suis avocat au barreau de Paris, élu au Conseil de l'Ordre à Paris. Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, Conseil de l'Ordre de Paris, pourquoi Philippe Chaudon disait qu'il y avait une force de frappe particulière? Nous sommes 25 000 avocats et par conséquent la moitié des avocats français. Je représente aujourd'hui mon bâtonnier, Madame Christiane Ferral-Schul. Je suis déléguée aux affaires pénales et surtout j'ai la particularité d'être pénaliste depuis 22 ans maintenant. Exclusivement pénaliste, je ne fais absolument que cela. C'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été élue. Et notamment dans mes fonctions ordinales, je fais partie de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Paris. Je fais partie aussi du comité de surveillance de la santé, etc., etc. Alors, je voudrais commencer, je vous rassure, je vais être brève puisque je pense que vous avez des questions, mais je voudrais commencer par une petite anecdote qui, à mon sens, est très révélatrice et qui va dans la suite de ce qu'ont indiqué mes confrères, notamment sur le comportement des auxiliaires de justice. La semaine dernière, voyez-vous, j'ai organisé pour mon bâtonnier et puis pour quelques membres du Conseil de l'Ordre une visite d'une des plus grandes maisons d'arrêt de la région parisienne, que je ne nommerai pas, mais qui a en hébergeant, c'est-à-dire sous écrou, même si le chiffre est un peu différent, 2300 détenus. C'était donc la semaine dernière. Incidemment, j'ai posé une question, ne vous sentez pas visé, surtout que j'ai cru comprendre que vous alliez organiser quelque chose, mais j'ai posé la question au directeur, est-ce que durant l'année qui vient de s'écouler, vous avez eu beaucoup de visites de parlementaires? Première question. Il m'a été répondu 8-10, pas 8-10 délégations, 8-10 parlementaires. Première chose. Deuxième question, et là, ce qui me choque, ce qui m'a choqué, deuxième question à porter sur les magistrats. Monsieur le directeur, y a-t-il eu beaucoup de magistrats durant l'année qui vient de s'écouler? Nous sommes sur une des plus grandes maisons d'arrêt de la région parisienne, avec un flux extrêmement important. La réponse a été, premièrement, un sourire, deuxièmement, la réponse est tombée comme un coup près, 0. Et je crois que vous avez là, il y a là actuellement, avec le fait que nous parlons beaucoup des prisons à l'ordre, barreau de Paris, ça fait depuis 1 an qu'on s'attelle à la question de façon assez pragmatique, mais également conceptuelle, on réfléchit énormément. Et je crois qu'il faut changer le comportement des auxiliaires de justice, et notamment des magistrats du siège. Bien sûr, quand je parle de cela, je mets à part les juges d'application des peines, qui par définition rentrent en détention. Donc, que mon propos soit clair, je parle des magistrats du siège, et bien entendu des magistrats du parquet, qui devraient avoir, hormis l'école où parfois ils vont faire des visites en détention, où ils font des stages en détention, mais un magistrat qui est JLD, c'est-à-dire juge des libertés de la détention, qui a donc le monopole de la liberté ou de la détention sur la détention provisoire. Les magistrats du siège, notamment les magistrats qui siègent en comparution immédiate, Paris, 23e change, qui gèrent un flux de détenus extrêmement important, puisqu'on a là, en tout cas à Paris, grosse particularité, mais un flux de détenus au quotidien important, puisque par définition, les déférés sont souvent condamnés avec des mandats de dépôt sur des courtes peines. On est en plein dans notre sujet. Ces magistrats-là ne connaissent pas les alternatives à la détention. Les magistrats du siège, moi j'y suis confrontée au quotidien, tant dans mes fonctions au Conseil de l'Ordre que dans ma qualité de pénaliste, il y a 3 sortes de peines qui sont au quotidien, c'est la peine ferme, la prison avec sursis, la prison avec sursis mise à l'épreuve. Il n'y a rien d'autre. Alors, dans votre questionnaire, vous posiez la question, et vous avez raison, de savoir si nous plaidons, mais bien sûr que nous plaidons les alternatives à la détention. Bien sûr, ne serait-ce que par exemple sur le travail d'intérêt général. Nous proposons souvent à quelqu'un qui n'a pas de travail, puisque la question souvent se pose sur une petite délinquance qui est sur des comparutions immédiates, avec des atteintes aux biens, où il pourrait y avoir des peines alternatives, de se dire, surtout que moi je suis assez proche des théories de Michel Foucault, et même si on repart en 1810 de celle de Le Pelletier, de se dire il faut une peine qui corresponde à l'infraction. Et par conséquent, sur toutes les atteintes aux biens, de redonner la valeur travail et de forcer celui qui n'a pas de travail à essayer de faire un travail d'intérêt général, c'est une bonne solution. Le magistrat, parce qu'il en a l'obligation, va poser de façon très aimable la question à celui qui est devant lui, « Monsieur, votre avocat vient de le proposer, accepteriez-vous, parce que c'est la loi, accepteriez-vous de faire un travail d'intérêt général ?» Évidemment, la personne
qui est devant, qui est prévenu, va répondre oui. Hein, c'est très rare, d'autant que nous ne proposons pas si notre client lui-même n'est pas d'accord avec cette solution alternative. Donc vous imaginez bien que nous en avons parlé, c'était évoqué précédemment. Le magistrat pose la question parce que la loi lui impose, et puis après, c'est au fond du dossier, et lorsqu'il revient après son délibéré, on part sur de la peine ferme. Donc là, on est sur quelque chose, un problème culturel, me semble-t-il, et c'est très bien que nous ayons effectivement en arrière les mesures de la CEDH. C'est très bien qu'il y ait une circulaire de politique pénale de Mme Taubira, et heureusement qu'elle existe, cette circulaire. Et heureusement qu'on voit bien qu'on est dans un changement des mentalités. Mais néanmoins, il faut que le magistrat sache, ça c'est une mesure simple, il n'y a pas d'obligation dans le Code de procédure pénale à ce que les magistrats aillent au moins tous les 10 ans. Mais au moins tous les 10 ans. Voir ce qu'est la détention, voir ce qu'est Fleury, voir ce qu'est Fresnes, voir ce qu'est la santé. Parce que, alors on me répond, parce qu'après j'ai fait un petit panel, je me suis rapprochée de certains juges d'instruction, de certains juges du siège, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'y allez pas? Il me dit, mais on n'a pas le temps. Si en plus on doit faire ça, oui, je le comprends. Alors là, on rejoint le problème de moyens. Tout cela est lié. Mais pour arriver à changer les mentalités, à faire en sorte que les magistrats se rendent compte, notamment sur les petites peines, et ça fait partie de votre questionnaire, quand sur des procédures de comparution immédiate, la personne arrive, il y a un mandat de dépôt qui est décerné à la barre, il y a 6 mois de détention provisoire qui sont fixés et qui sont figés comme peine. Mais vous imaginez bien, sur toutes les courtes peines, la loi pénitentiaire a permis qu'il y ait des alternatives à la détention et un aménagement ab initio. L'aménagement ab initio, le magistrat du siège ne le connaît pas, ne l'applique pas. Ça, c'est un principe, c'est non. Vous verrez ça avec le juge d'application des peines. Ça, déjà, c'est première partie de mon propos, il faut que ça change. Deuxièmement, ça peut se voir de cette façon-là. Le magistrat du siège, les magistrats du siège peuvent considérer que le passage par la case prison est important dans certains cas. Pourquoi pas? Ce n'est pas cela qui est en cause. Mais d'aller dire aux détenus qui est devant eux, vous verrez ça après pour l'aménagement avec le juge d'application des peines, le temps que... il faut savoir que, par exemple, Fresnes, l'arrivant, il reste 4 jours en division sur le principe des arrivants. Ensuite, il est dirigé en détention dans un bâtiment, donc D1, D2, D3. Là, bien évidemment, il n'a pas de parloir. Le temps que tout cela se mette en place, il faut 10 jours à minima, 15 jours, 20 jours pour que sa famille ait, sachant qu'en plus c'est très compliqué, sachant s'il a fait appel, pas appel, il est définitif ou pas. Donc il n'aura pas les papiers lui permettant de formuler sa demande d'aménagement de peine, ne serait-ce que pour avoir ses bulletins de salaire. Et puis comme les SPIP, malheureusement, avec le travail formidable qu'ils font, sont en parfaite déshérence, l'administration pénitentiaire, c'est vrai, même si la prison est quand même un peu une vieille fille, mais néanmoins a fait énormément de progrès, à changer les mentalités, à changer dans sa mentalité, mais néanmoins, le problème de moyens étant là, il n'y a pas la possibilité technique de faire en sorte que le détenu qui arrive en maison d'arrêt voit son dossier traité pour un aménagement avant 3-4 mois, et de toute façon, il est sortant. Il est sortant. Donc, c'est un leurre. Et c'est, à mon sens, c'est une façon de se déculpabiliser pour les magistrats du siège que de dire « vous inquiétez pas, vous pourrez aménager, vous verrez ça avec le juge d'application des peines ». Mais c'est véritablement, il y a un problème de culture. On rejoint également ce que mes confrères indiquaient sur la détention provisoire, parce que ça fait partie, on est comme sur 25% du taux d'incarcération sur la détention provisoire. Là aussi, les outils sont là. Les outils sont là. Il n'y a pas besoin de surajouter beaucoup de lois. Il suffit juste de faire appliquer les textes en vigueur. Si la Chambre de l'instruction, je parle de la Chambre de l'instruction de Paris, j'assume parfaitement mes propos, je leur ai dit, assumait son rôle et pouvait effectivement jouer son rôle de juridiction de second degré sur une décision prise par un JLD qui est seul, et là on rejoint ce qui a été indiqué sur la médiatisation des dossiers, sur le pointage du doigt de certains magistrats. Je suis bien passé pour le dire, puisque j'ai eu quelques dossiers qui ont défrayé, et avec des magistrats qui ont été, non pas déclassés, mais quasiment, en tout cas pratiquement. Il est évident que c'est très compliqué pour un magistrat isolé de prendre une décision susceptible d'être pointé du doigt si ça ne marche pas. Mais en justice, il n'y a pas de risque zéro. Donc à partir du moment où le justiciable admet le principe que quelqu'un peut sortir et quelqu'un peut recommencer. Oui.
Ce qu'il y a, c'est qu'avec la médiatisation excessive de tout, on est au courant en temps réel de tout ce qui se passe, mais il n'y a pas plus, pas moins que ce qui existait auparavant. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes quand même dans une action continue. C'est vrai que la délinquance a changé, mais sur les affaires criminelles, il n'y en a pas plus qu'il n'y en avait il y a quelques années. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, elles sont connues et qu'on connaît de la même façon en temps réel le casier judiciaire de la personne intéressée. Et comme ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de responsable à cela, on va pointer du doigt le magistrat qui a osé. Donc forcément, au bout d'un moment, il n'ose plus. Bon, alors le JLD, il est seul, c'est sûr qu'il n'ose plus. La chambre de l'instruction, elle n'a pas le temps ou elle ne veut pas, en tout cas, elle ne joue pas son rôle. En tout cas, je parle de Paris, même si j'ai pour habitude quand même d'écumer aussi les juridictions de province et les prisons de province. Mais il y a là effectivement toute une difficulté donc, sur une harmonisation entre les différents tribunaux, sur des moyens à donner tant à l'administration pénitentiaire, mais la pauvre, encore une fois, c'est vrai qu'elle fait avec ce qu'elle a, mais à la justice en général, pour arriver à augmenter les SPIP, à faire en sorte que les juges d'application des peines soient aussi plus nombreux et qu'il y ait un souci de rapidité. Après cela, effectivement, il reste à mobiliser nos magistrats. Nous, les avocats, je pense qu'on est au quotidien avec toutes les difficultés inhérentes à la détention parce que nous y sommes et qu'on voit ce qui se passe et qu'on entend nos clients nous rapporter un certain nombre de choses, mais nous n'avons pas les moyens, hormis lorsque vous avez l'amabilité de nous demander de participer à vos commissions, et fort heureusement, mais malheureusement, nous sommes trop peu entendus, alors que nous sommes ceux qui avons les mains dans la glaise au quotidien et que forcément, je pense que les avocats que nous sommes, notamment les avocats pénalistes, nous trois, nous en sommes, nous avons des choses à vous apporter. Et les magistrats, alors vous allez en entendre, je le sais, mais néanmoins, le problème de culture est quand même quelque chose d'important et de très compliqué dans la maison justice. Avant toute chose, si ça pouvait redescendre et se comprendre, ça serait quand même, on aurait déjà beaucoup avancé.